À ce webinaire dédié à la présentation d'un rapport sur les mobilités durables dans les zones rurales et périurbaines par Démocrates pour la planète. Alors, si vous ne connaissez pas Démocrates pour la planète, c'est un think tank associatif lancé en 2019 et actuellement présidé par David Guilherme. Et donc, DPLP rassemble des adhérents, des élus, des sympathisants démocrates et centristes, souvent proches du mouvement démocrate et un peu plus impliqués sur des questions d'écologie. Et donc, les objectifs de DPLP sont multiples. Euh, Tout d'abord, il s'agit de faire vivre un courant qui met plus en avant les questions environnementales au sein du MoDem et en promouvant auprès des élus et candidats et aussi auprès des adhérents des solutions ambitieuses et pragmatiques en faveur de la transition écologique. Et par exemple, en parallèle du rapport qu'on va vous présenter, il y a un travail actuellement mené sur le thème de la surconsommation en lien avec les jeunes démocrates. Et on organise aussi régulièrement des webinaires sur divers sujets, plutôt dans l'optique des municipales 2026, par exemple sur la biodiversité, sur l'eau, sur la qualité de l'air et sur d'autres sujets encore. Et vous pouvez retrouver tous ces webinaires sur le site internet de DPLP et les réseaux sociaux. Et un autre objectif de DPLP, c'est également de monter collectivement en compétences sur les enjeux environnementaux et mieux faire connaître ce qu'il est possible de faire donc, pour les élus et les candidats. Donc, dans l'optique des municipales et sans oublier également les élections communautaires en parallèle. Alors, nos méthodes, elles sont multiples. D'abord, on se fonde sur les connaissances scientifiques. On recherche l'objectivité en écoutant les experts et on se base aussi souvent sur les rapports déjà existants pour promouvoir des solutions. Et on met également en avant les retours d'expérience locales qui nous semblent concrètes, pertinentes et positives en matière de développement durable et de manière plus générale d'écologie. Et on agit naturellement dans un esprit démocrate, à savoir ouvert, réaliste et humaniste. Et surtout, on est à la recherche continue de solutions à la hauteur que l'urgence écologique impose et en ayant aussi comme boussole l'acceptation sociétale des mesures que l'on propose. Et le rapport qu'on va vous présenter est le fruit d'un travail dense de plusieurs mois par une équipe de collaborateurs, de contributeurs que vous retrouverez dans le document. Et je tiens à remercier particulièrement Alexandre, Pierre-Olivier, Antoine, Philippe, Élise, Robert, Michael, et également Solène et David Guilherme, le président, qui a par ailleurs été très utile pour la mise en forme finale de ce document. Et donc, la thématique de la mobilité étant très vaste, c'était ce sur quoi on voulait travailler. Il nous a fallu circonscrire d'abord un champ plus précis pour éviter de nous éparpiller. Et assez naturellement, en prenant l'axe de la décarbonation qui a été envisagé, on a convenu d'aborder prioritairement la thématique de la mobilité en zone périurbaine et rurale. Parce qu'il nous a semblé qu'il s'agissait là d'une thématique où les habitants et collectivités locales pouvaient le plus s'impliquer et qu'il y avait le plus matière à faire, à proposer, à innover. Et notamment aussi parce que dans de nombreux territoires ruraux et périurbains en France, il y a des initiatives intéressantes qui sont mises en place, qui sont positives et qu'il convient de mieux les faire connaître. Donc tout ça dans une optique de décarbonation. Et donc, au vu du calendrier électoral, ce rapport il a été rédigé dans l'optique des élections municipales et communautaires de 2026. Et vous pourrez noter que de nombreuses mesures pourront être suggérées comme candidats puis mises en place si vous êtes élu. Et donc, l'idée de ce rapport, c'est que les candidats et futurs élus piochent les mesures qui seront pertinentes à appliquer pour leur propre territoire. Donc voilà. Et en sachant que pour approfondir n'importe quelle question, toutes nos idées, toutes nos suggestions sont sourcées. Et certaines propositions pourront aussi s'inscrire dans des vues plus nationales. Et donc, les parlementaires pourront aussi s'en emparer s'ils le souhaitent. Et donc, j'en ai déjà que trop parlé. Alors, pour ce webinaire, je vais laisser la parole directement à Élise Pupier, qui a passé des heures et des heures ces derniers mois pour animer et piloter ce projet de rapport et également ce webinaire. Alors, encore merci Élise pour tout ton travail et je te laisse la parole. Merci déjà pour toute cette intro. Moi, je voulais peut-être réappuyer un peu encore plus sur le pourquoi. Pourquoi c'est un enjeu très fort dont il faut se saisir de la question de la transition de la mobilité. Euh, à votre avis, c'est une première question qu'on voulait vous poser. S'il y a des personnes qui peuvent répondre dans le chat, David nous dira quelle part des Français trouvent que leur maire ne met pas assez d'actions en place pour lutter contre le dérèglement climatique.
Je ne sais pas si quelques personnes qui veulent tenter d'estimer quelle part de citoyens sont dans cette optique. Je vous laisse réfléchir 10 secondes. C'est vrai qu'on n'a pas le même chat. Mais donc, du coup, euh, une enquête récente, une étude récente a montré que 77% des Français souhaiteraient que leur mairie mette plus de choses en place, plus d'actions en place pour lutter contre le dérèglement climatique. Et on a aussi une autre donnée, 41%, ils pensent que l'encouragement des mobilités durables doit être une priorité de la mairie euh, pour, dans sa commune. Peut-être un autre chiffre, j'adore les chiffres, je travaille là-dedans. Euh, 68% souhaitent que l'on favorise l'usage des véhicules peu polluants ou partagés. Voilà, donc du coup, il y a une acceptabilité citoyenne et une volonté citoyenne qu'on aille plus loin dans la transition écologique et en particulier sur les notions de mobilité. Et pourquoi aussi enfin, mettre en particulier le focus sur ces questions de mobilité? À votre avis, vous avez peut-être entendu que pour respecter l'accord de Paris, pour avoir un mode de vie durable, il faudrait qu'on émette en empreinte carbone 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Et donc, à votre avis, combien émet en moyenne la voiture, enfin, combien est-ce qu'une personne moyenne émet sur le poste de la voiture en France? Et je vais laisser 10 secondes pour réfléchir. Et donc, je vous ai dit, un mode de vie durable, c'est 2 tonnes d'émissions de CO2. Et ben, en moyenne, aujourd'hui en France, on a 2 tonnes 100 pour la voiture. Ce qui veut dire que, ben, en fait, bien évidemment, si on veut pouvoir contenir les émissions de gaz à effet de serre et aller vers ben, un, un climat plus stable, il faut impérativement qu'on réduise les émissions de la voiture. Bon, c'est bien de dire ça, c'est bien de faire des injonctions, mais en même temps, on sait que c'est pas simple pour tout le monde, et notamment dans les zones rurales et périurbaines. Autant en ville, on peut avoir beaucoup plus de facilité à faire du vélo avec des plus petits trajets, des transports en commun beaucoup plus développés. Mais c'est un vrai sujet, la question de la voiture dans les zones rurales et périurbaines, puisque beaucoup estiment, et en bonne partie à raison, qu'elle peut être indispensable pour eux pour se déplacer. Et les personnes des zones rurales ont tout autant droit à pouvoir se déplacer. Enfin, bon, on se souvient tous des gilets jaunes qui ont émergé, en particulier quand il y a eu un enjeu d'augmenter les prix du carburant. Parce que voilà, dans les zones rurales et périurbaines, les personnes étaient très vite concernées. Il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent penser à des enjeux de sécurité pour pouvoir utiliser d'autres modes de déplacement comme le vélo. Et donc, il y a un peu ce double constat. C'est indispensable qu'on aille vers une réduction de la place de la voiture. C'est même souhaitable aussi pour des questions de santé, pour des questions de budget, etc. Mais donc, il y a un nécessaire besoin d'accompagnement pour pouvoir transiter vers une mobilité plus décarbonée. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que il y a énormément de possibilités tout de même. Il y a énormément de perspectives pour de propositions, d'expériences déjà mises en place pour transiter vers des mobilités plus douces. Alors, quelque chose qu'on voulait vous proposer, c'est plutôt que on va pas poser que des constats négatifs parce que voilà, ça peut être l'idée, c'est pas juste de perdre quelque chose si on passe de la voiture, mais il y a aussi plein de choses à gagner. On voulait vous proposer de dire sur un nuage de mots que vous pouvez retrouver à ce lien, donc
tapant sur en scannant ce QR code. Finalement, dans l'idéal, à quoi ressemblerait la mobilité de demain en zone rurale et périurbaine? Du coup, c'est à vous. Et alors, c'est le moment où je vais faire en sorte de passer en double écran. Je vais m'excuser. Petite, hop. Du vélo, du vélo, du vélo. Ouais. Je remets. Hop. Je vais juste passer ici et me remettre en présentation pour ceux qui n'ont pas scanné le QR code. Ouais. Du coup, enfin, pourquoi on a voulu parler aussi de ça, si dans notre rapport, vous pourrez lire une slide où on a, enfin, pardon, une page de ce document où on a imaginé un petit peu en mode nouveau récit, bah, à quoi pourrait ressembler le quotidien dans euh, une co- collectivité, enfin sur une zone rurale périurbaine, à quoi pourrait ressembler un quotidien plus décarboné sur la mobilité. Et bah, en fait, il y a quand même plein de choses positives à imaginer pour la qualité de l'air, pour le, le, la capacité des enfants à pouvoir se déplacer en sécurité, pour euh, enfin voilà, il y a plein de co-bénéfices à pouvoir développer cette mobilité douce. Et donc du coup, euh, l'idée enfin, c'est pas cette transition en fait, elle a aussi beaucoup à nous apporter et c'est important de le regarder sous cet angle et de le partager sous cet angle aux citoyens pour être dans une démarche de donner envie. Euh, du coup, on, on va un peu plus passer au dur du document. Je vais redonner la parole à Gilles et puis je vais vous partager ce document. Donc vous pouvez, alors déjà, peut-être si on peut vous laisser une minute cette slide, si vous voulez scanner ce QR code ou copier le lien pour retrouver ce livret. Alors, certes, on a parlé de rapport, mais en fait, le mot rapport ne doit pas être pris comme un grand mot. C'est vraiment une boîte à outils. Et on va vous expliquer un peu plus ce qu'il y a dedans. C'est un document dans lequel aller piocher. Mais il ne faut pas que ce mot vous fasse peur. C'est vraiment conçu de façon à ce qu'il soit facile et rapide à aller lire. Euh, Peut-être que, je ne sais pas si Gilles, tu as pu partager le lien. Alors, normalement, David l'a fait ou va le faire incessamment sous peu. Ok, très bien. Donc, voilà. Et bah, Et du donc, coup, je vais partager moi euh, le, le document hop, euh, sur le partage d'écran. Est-ce qu'il apparaît? Hop. Est-ce que, pardon, vous allez à du direct. Est-ce que vous avez bien le document qui est apparu sur le partage d'écran? ah oui. Ok, c'est parfait. Bah, vas-y, je laisse la parole à Gilles. Donc, alors, le rapport, on s'est basé sur trois grandes thématiques. Pour faire simple, le vélo, les transports en commun et la réduction de la voiture. Donc, je vais approfondir. Merci Élise pour mettre ça à l'écran. Donc, d'abord sur l'usage du vélo.
Donc on est parti. Donc c'est un gros travail qui a été effectué par Alexandre. Dans un premier temps sur les aménagements cyclables et l'intermodalité. Donc avec le déploiement du programme à vélo de l'ADEME dans les collectivités locales et également pour créer des voies douces. Alors là, je vais un peu vite. Vous voyez avec le défilement d'Élise qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, mais on ne peut pas tout détailler dans ce webinaire, ça serait sinon beaucoup trop long. Mais si ça vous intéresse, c'est simple à lire. Il y a des liens pour approfondir. Il est très bien fait à ce sujet-là. Donc ensuite, pour l'usage à vélo, il y a aussi les formations. Donc implanter le programme Savoir rouler à vélo dans toutes les écoles ou les collèges. Organiser des journées mobilité douce entre écoles. Et après, il y a aussi un gros volet sur l'acceptabilité et la communication à l'usage du vélo. Et là-dedans, il y a par exemple la mise en place d'un service de vélo en location longue durée. J'y reviendrai un peu après. L'encouragement à la création d'une association locale FUB, donc Fédération des usagers de la bicyclette, au sein de son territoire. Il y a la mise en place d'un système de vélobus et également obtenir le label ville prudente ou village prudent. Il y a de plus en plus en France ce genre de label et ça incite à plus utiliser son deux roues. Dans un deuxième temps, donc, ça sera Antoine qui se chargera de développer la partie sur l'usage des transports en commun, notamment autour des transports collectifs. Par exemple, l'urbanisation autour des transports collectifs, l'incitation à la constitution de communautés de transport autour des pôles d'emploi et également sur le maillage des territoires de réseau routier en complément du ferroviaire. Et dernier point, pour réduire les émissions de la voiture. Alors, il y a le développement du covoiturage et l'autopartage. Et notamment, par exemple, on peut développer des lignes de covoiturage en zone rurale et ou périurbaine et encourager le stop. Il y a ce qu'on appelle aussi le développement de la garantie trajet. Il y a donc, on peut aussi favoriser la location de véhicules plutôt que l'acquisition et l'achat de véhicules. Et on peut aussi communiquer pour donner l'envie de faire plus de covoiturage et d'autopartage. Euh, dans cette partie-là, il y a aussi tout un point pour la désincitation à l'achat de gros véhicules. Alors, plus peut-être parfois en rapport avec l'activité parlementaire, surtout actuellement, mais rendre la fiscalité plus incitative à l'adoption de véhicules plus sobres, ou par exemple sur l'encadrement de la publicité pour ne pas inciter de trop à l'achat de véhicules polluants. Ensuite, une idée qui sera développée un peu plus tard par Élise sur l'essai de véhicules intermédiaires. Et également, on peut aussi tenter de faire un travail sur la sensibilisation pour changer l'image de la voiture. Voilà. Et également, en dernier point, une proposition de méthodologie pour ces projets. Parce qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui et qui sont assez méconnus. Merci Élise pour partager. Et donc, on reviendra rapidement aussi à ce sujet à la toute fin. Voilà. Élise? Ouais, alors, juste, je reviens. Ouais. Du coup, comme on disait, vous avez pu voir qu'il y a quand même pas mal de propositions. On voulait en faire un petit focus sur quelques-unes. Et du coup, ça vous donne d'ailleurs l'occasion de voir la structure du document où pour chaque proposition, on a fait une petite intro qui montre, voilà, qui explique cette proposition. Et puis, on a du coup des ressources de documents qui expliquent comment, comment ça fonctionne un peu plus en détail, puisqu'il y a des gens qui ont un peu plus bossé dessus. Et puis des exemples de communes qui ont pu mettre ça en place et qui peuvent en témoigner et expliquer
et en faire faire un retour d'expérience. Notamment quelques propositions qu'on trouve en particulier très intéressantes, qui sont peut-être pas forcément des choses auxquelles on aurait pensé. Le fait que aujourd'hui, enfin, ça vous aura pas échappé que il y a de plus en plus d'achats de SUV, enfin, alors ce qui n'est pas forcément pour liés aux citoyens, mais aussi aux politiques des constructeurs automobiles. Mais en attendant, bon, il y a un enjeu pour tous ceux qui ont besoin d'un véhicule motorisé pour se rendre à leur travail, etc., à pouvoir voilà, continuer à avoir un véhicule, mais pas forcément un véhicule aussi gros. On n'a pas forcément besoin d'une tonne 5 pour déplacer 80 kilos tous les jours. En même temps, voilà, pour qui le vélo serait un peu trop sportif, un peu trop léger, lent par rapport aux besoins de mobilité. Il existe de nombreux véhicules intermédiaires. Il y a cette image que je trouve assez sympa qui en montre pas mal d'exemples et qui peuvent paraître un peu utopiques parce que bon, c'est vrai qu'on ne les a pas forcément déjà vus. On peut se demander comment les gens vivraient comme ça sur les routes, mais il y a quand même des expérimentations et des gens qui en sont très contents. Et une proposition qu'on a trouvée intéressante, c'est des collectivités, que ce soit au niveau de la commune, de la communauté de communes, éventuellement du département ou de la région, qui achètent un de ces véhicules et puis qui organisent une mise à disposition pour les citoyens qui veulent les essayer et qui pourraient avoir envie de, d'y passer ensuite parce qu'ils peuvent se rendre compte que ça répond bien à leurs besoins. Et, euh, et donc, ouais, ça peut acheter comme ça un véhicule dont on n'a pas du tout l'habitude qui n'est pas, euh, dont on connaît personne qui l'utilise. Éventuellement, ça peut paraître un peu audacieux, mais c'est vrai que si on a l'occasion d'utiliser une journée, une semaine par un prêt ou une location d'une collectivité, ça peut inciter à passer à l'action. Donc voilà, une idée assez intéressante et vous pouvez retrouver des, euh, des deux exemples de communes qui ont expérimenté ça euh, avec leur retour. Je vais donner la parole ensuite à Antoine pour détailler un peu plus de propositions sur les transports en commun. Hop, je retourne. Tape ton micro. Et... On était là, je crois. Non. C'était... Oui, ouais, c'était ça, tu étais sur la page. c'était là. Vas-y, je te laisse la parole. Bien, merci Élise, merci Gilles pour vos introductions. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais essayer de vous parler en 5 minutes de nos propositions sur les politiques de transport en commun. Je commencerai juste avec un avertissement sur un parti pris que nous avons fait, étant donné que nous parlons pas très peu, voire pas du tout du ferroviaire. Alors, ça fait objet d'un débat entre nous et on est parvenu sur un consensus qui est que, d'une part, ce document, il est pensé dans le cadre des élections municipales qui vont arriver l'année prochaine et le ferroviaire n'est pas une compétence des collectivités, des municipalités et des EPCI. Donc, ça a un sens moins opérationnel de proposer quelque chose là-dessus. Et deuxième aspect, c'est que nous avons un réseau ferroviaire en France qui est malheureusement assez obsolète, il faut le dire, et qui a besoin d'un important effort financier pour être régénéré, pour être modernisé, pour être rendu plus efficace, investissement qui relève de la compétence de son propriétaire et des finances de son propriétaire, à savoir l'État. Donc voilà pourquoi on a choisi d'écarter le ferroviaire de cette mission. Cela étant dit, il y a quand même plein de choses à faire en matière de transport collectif sans parler de ferroviaire. Et l'un des exemples que nous avons pris, alors on a regardé un petit peu ce qui se fait à l'étranger, c'est la constitution de communautés de transport, ce qui est une traduction littérale du terme allemand Verkehrsverbund qui en est à l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de communauté de transport? Eh ben, c'est le principe de
d'acter que certes, les politiques de transport urbain sont gérées à l'échelle des communautés d'agglomération, des communautés de communes, mais ces territoires institutionnels qui sont aussi le fruit d'une histoire, d'une envie de coopérer entre des élus et qui peut remonter à une certaine époque. Et ça ne va pas forcément correspondre aux déplacements du quotidien et notamment aux déplacements domicile-travail. Parce que les élus parfois préfèrent distinguer la notion de déplacement domicile-travail de politique plus locale, comme une bibliothèque, comme une piscine qu'on va vouloir gérer au plus près et non pas rentrer dans une métropole pour gérer ces compétences-là qui sont jugées comme étant mieux gérées sur un échelon plus restreint. Mais du coup, les politiques de transport en commun entre les territoires un petit peu périurbains, voire ruraux, et les métropoles peuvent parfois poser problème parce que c'est du ressort de la région qui elle-même hérite de réseaux départementaux qui étaient en fait conçus pour le transport des scolaires et qui ont été un petit peu augmentés par la suite. Et donc, ce qui fait qu'on a une frontière entre ces territoires ruraux, périurbains et ces métropoles. Hein. Dans le rapport, vous trouverez une citation de notre ministre de la décentralisation, Françoise Gatel, qui à l'époque, elle fait une comparaison alors qu'elle reconnaît elle-même comme étant un petit peu osée, mais sur l'apartheid en Afrique du Sud entre métropolitains et non métropolitains. Et donc, l'idée de ce concept de communauté de transport, quel est-il? C'est de former un réseau unique qui relie à la fois le territoire métropolitain, les territoires périurbains et ruraux. Qu'est-ce qu'un réseau unique? Alors, ce n'est pas forcément la couleur des bus, leur marque, mais une tarification unique, c'est-à-dire avec un seul ticket, on peut à la fois prendre le réseau périurbain et le réseau urbain, et une coordination horaire pour avoir des bonnes correspondances entre les deux réseaux sur les endroits où ils se croisent. Cette proposition a fait écho à l'actualité. Hein, il ne nous a pas échappé que la Cour des comptes a rendu il y a quelques semaines un rapport qui constate que les transports collectifs sont en manque de financement et que l'un des leviers pour dégager des financements, c'est d'accroître les recettes. Premier point. Deuxième point, on a une question de développement donc des offres de transport pour permettre aux actifs d'aller travailler, délaisser la voiture, parce qu'ils ont une bonne offre de transport collectif en parallèle. Et ces deux éléments d'actualité en France, en fait, étaient les mêmes qui se sont présentés aux élus allemands dans les années 1960, hein, vu que la première communauté de transport, c'est à Hambourg, hein, au début des années 1960, à savoir un territoire très congestionné, et c'est le cas autour de toutes les métropoles françaises. Hein, la congestion routière, elle augmente, à tel point que ça sature et que ça peut pénaliser l'activité économique de ces territoires donc, et dégrader la qualité de vie des habitants. Donc là, c'est le combo un peu néfaste. Donc il faut si on veut délester ces infrastructures routières, il faut une offre de transport qui soit compétitive à côté. Donc d'où l'intérêt de mieux coordonner les différents systèmes. Et d'autre part, comme il y a une concurrence sur la voiture, les actifs préfèrent pour le moment prendre la voiture au transport collectif. Et donc, il y a une perte de recettes qui ne permet pas de financer les transports collectifs. Et donc, c'est la démarche qui a été faite autour d'Hambourg au début des années 60, qui a été de dire, on va proposer un tarif unique pour l'ensemble des opérateurs, les transports urbains lourds, hein, du cœur de la métropole, les opérateurs un petit peu plus ruraux, et puis la Deutsche Bahn, les transports ferroviaires. On va proposer un même tarif. Alors, un tarif zonal, c'est-à-dire que plus on va voyager sur une longue distance, plus on va payer cher pour mieux contribuer au coût du voyage. Mais en contrepartie, un seul billet suffit à traverser tout le territoire et on va assurer des bonnes correspondances entre les différents modes. Et donc, l'idée de ça, c'était d'attirer plus de monde, donc de dégager plus de recettes avec la même offre de transport et d'inciter les gens à délaisser leur voiture. Et donc, c'est un sujet, finalement, c'était quelque chose qu'ils ont exploré il y a 60 ans, mais qui est très d'actualité en France. Et donc, c'est pour ça qu'on propose et qu'on met en avant cette proposition de dire, on va se mettre en commun les différentes offres de transport. Donc voilà, donc pour cette proposition un peu clé, on en avait deux autres que je vais balayer beaucoup plus rapidement. La première, je vous disais que le ferroviaire, c'est des investissements très lourds qui ne vont pas se faire tout de suite. En revanche, en attendant de développer le ferroviaire, qui peut être une bonne solution, on a également un réseau routier en France qui est très dense, sur lequel on peut développer, c'est en train de se faire un petit peu partout, hein, sur le territoire, mais un réseau routier urbain qui relierait des communes périurbaines, des communes rurales, à la ville-centre, en s'appuyant notamment sur le réseau autoroutier avec parfois quelques infrastructures ponctuelles pour garantir les temps de parcours en heure de pointe. Donc ça, c'est une proposition assez forte qu'on fait pour déjà
faire mieux avec ce qui existe déjà en attendant de pouvoir passer au train. Hein, ce discours, c'est celui notamment qui est porté sur une collectivité qui, je pense, est assez en avance là-dessus. Hein. C'est le syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise hein, qui réunit déjà 3 Comcom autour d'un réseau de transport urbain et qui veut développer le routier en attendant de voir venir le train. Donc, c'est la première proposition, donc développer, utiliser mieux nos autoroutes avec des autocars. Et troisième et dernière proposition, donc là, ça va être de réfléchir à la fois l'urbanisme et le transport en même temps. Pourquoi ça? Le but du transport en commun, c'est de trouver le plus petit dénominateur commun pour permettre à 50 personnes de prendre le même véhicule pour aller d'un point A à un point B. Donc forcément, c'est pas du porte-à-porte, on ne sait pas faire. Hein, sinon, ça fait des temps de parcours qui sont pas compétitifs et du coup des véhicules vides. Mais l'idée, c'est de trouver le plus petit dénominateur commun. Et pour être sûr de le trouver, eh bien, c'est de réussir à concentrer l'urbanisme, non pas en faisant des tours, mais en disant là, on a un petit village qui est très bien relié sur le réseau à la fois ferroviaire, routier, tout ce que vous voulez. Mais on va développer, on va construire des petits lotissements, peut-être un petit peu plus denses. Hein, on va pas faire des énormes jardins, mais on va faire un urbanisme un petit peu plus dense. On va prioriser le développement sur ce territoire-là qui est proche d'une infrastructure de transport existante pour en face mettre une offre de transport attractive et donc permettre aux gens de se déplacer de leur commune vers la métropole, le cœur de métropole, en prenant les transports en commun plutôt que l'automobile. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Merci pour votre attention. Merci. Et du coup, Gilles va un peu plus détailler les propositions sur le vélo. Alors, il faut juste que je retombe. Rappelle-moi celle que tu... Page 15, Ouais, mettre en place un ok. service de vélo en location longue durée. Hop, j'arrive. Merci Elise. Oui, cette partie-là sur le vélo est assez vaste. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais au moins, je vais faire un focus sur une partie. Donc, comme je viens de le dire, sur la mise en place d'un service de vélo en location longue durée. C'est quelque chose que l'on voit depuis un certain temps dans les villes, mais rien n'empêche de le développer aussi en zone rurale et périurbaine. Et les exemples qu'on va vous donner à la fin montrent qu'en zone rurale, c'est possible, notamment parce qu'il y a du financement possible aussi à prendre à ce sujet-là. Alors, déjà, c'est quoi un service de vélo en location longue durée? Ben, ça permet à des usagers de louer un vélo pour une période prolongée, généralement d'un mois à un an, sans en avoir à en assumer la propriété. Donc, c'est bien pour des personnes qui souhaitent se mettre au vélo avant de chercher à en acquérir un pour aller au travail, aller à l'école ou faire des déplacements du quotidien. Et ça, donc, c'est déjà un plus. Et donc, le principe de fonctionnement est le suivant. Donc, contre le paiement d'un abonnement, un adhérent obtient l'usage exclusif d'un vélo et certains équipements comme un antivol, une pompe, un gilet fluorescent, donc pour une durée généralement n'excédant pas un an. Et donc, le coût d'un tel service, ça se répercute principalement sur l'achat des vélos, mais avec le nombre de vélos achetés par une collectivité, forcément, le prix à l'unité baisse. Et donc, pour un vélo classique, il faut compter entre 200 et 350 euros, et pour un VAE, entre 1200 et 2500 euros. Et les VAE sont très utiles, par exemple, dans un exemple qu'on va montrer un peu plus tard, parce qu'il y a une collectivité, une communauté de communes dans une zone rurale qui a été vers cette voie-là. Et donc, les financements, ils sont attractifs. Donc, il y a le Fonds territoire et énergie positive pour la croissance verte, les programmes des certificats d'économie d'énergie, les fonds européens agricoles pour le développement rural et les appels à manifestation d'intérêt de France Mobilité. Donc, je ne vais pas détailler tout ça, mais en fait, il suffit de cliquer sur les liens et c'est vrai que il suffit qu'une collectivité locale fasse appel à ces financements et elles peuvent l'obtenir. Donc voilà, et donc jusqu'à 60 ou 80% de l'investissement initial. Donc c'est quand même pas rien. Et donc dans les exemples à montrer, donc je vais en citer trois. Alors le premier, donc c'est le pays de Baume-Droby. Alors c'est dans l'Ardèche et plus précisément c'est
tout au sud-ouest, quasiment accolé à la Lozère, frontalier de la Lozère. Donc c'est très rural. Et donc ce territoire dispose de 30 vélos assistance électrique pour une communauté de communes de 9 000 habitants et 19 communes. La plus grande ville, c'est Joyeuse, si je ne dis pas de bêtises. Et donc les vélos coûtent 2 500 euros hors taxe. Ils ont été financés à 80% par le TPE-CV. Donc pour les 20 premiers, donc à 40% par le département de l'Ardèche. Donc le département de l'Ardèche a aussi aidé à cela. Et le service a connu un grand succès et donc ça couvre, les recettes sont suffisantes pour couvrir les coûts de fonctionnement. Et donc là, encore une fois, il faut dire que le réseau routier n'est pas forcément adapté à la pratique du vélo, c'est montagneux, mais ça marche. Et deux autres exemples. Alors là, un qui est cité, donc c'est le GAL Sud-Mayenne, donc c'est au sud de Laval, donc vers Château-Gontier. Donc c'est un parc de 30 vélos assistantes électriques et le service a rapidement évolué donc pour atteindre 120. Donc c'est dire que ça fonctionne. Et donc il y a eu 168 000 euros financés à 66% par des subventions et 34 000 euros de recettes ont été générés. Donc, les coûts d'exploitation ont été en majorité couverts. Donc. Et la demande reste supérieure à l'offre actuellement. Et dans le même département, donc tout au nord de la Mayenne, il y a l'EPCI des Monts des Avaloirs. Là aussi, c'est pas de la moyenne montagne, mais c'est aux confins de la Sarthe et de l'Orne. Et là aussi, la communauté de communes très rurale, pour ne pas dire hyper rurale, a mis en place un service de location de vélo et ça fonctionne très bien. Et, et également, donc, on voit que pour aller au travail dans des zones très rurales, les gens prennent de plus en plus le vélo. Et dans ce coin-là, il y a aussi l'adaptation du réseau routier qui a été fait. Et en tout cas, le report modal fonctionne. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, si vous voulez aller plus loin sur nos propositions dans l'usage du vélo, je vous conseille tout simplement de regarder le rapport et on pourra répondre plus attentivement à vos questions. Ouais. En tout cas, voilà, vous voyez comment il a été fait. Et, on n'a bien sûr pas détaillé, on n'avait pas le temps en 1 heure de vous parler de chacune des propositions, mais au moins ça vous donne un aperçu de tout ce que vous pouvez y trouver. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous référer, si je remonte au plan qui est donné ici, où il y a la liste des propositions pour aller piocher ce qui est adapté à votre territoire, parce que bien sûr, selon que vous soyez au fin fond de la Lozère, dans une zone rurale un peu plus dense ou plus proche d'une grande ville, vous avez probablement pas les mêmes problématiques, les mêmes reliefs aussi, et forcément les solutions se complètent et il faut piocher dans ce qui est adapté à votre territoire. Peut-être comme on a un peu de temps, je vais en partager une autre sur les lignes de covoiturage. Lignes de covoiturage, donc c'est un système où on a la collectivité en fait va avoir installé des points. J'arrive ici, ouais, sur différents endroits où où les voitures peuvent facilement s'arrêter. Par exemple, à Grenoble, dans l'agglomération de Grenoble, il y a deux choses qui ont été mises en place. D'une part, une application avec des lignes définies sur les axes les plus empruntés, où des conducteurs disent qu'ils vont passer dans telle ou telle zone et à tel ou tel arrêt. Ils doivent passer à au moins 2 arrêts et ils ont pour ça une rémunération de 50 centimes de la collectivité pour être passé ici et avoir mis un siège à disposition. Et puis, si un passager demande à monter avec eux en ayant vu sur l'appli que une voiture pouvait les prendre, et le conducteur a 2 euros de plus. Ce qui est certes du coup un coût qui est porté par la collectivité, mais en fait, on n'a pas non plus à rémunérer le salaire d'un chauffeur de bus. Et en fait, ça remplit une mission de service public, ça réduit les embouteillages, etc. Donc, c'est
ça reste quand même un coût assez modéré par rapport à l'impact. Euh, et donc, voilà, il y a cette ECOV, c'est une entreprise qui propose ses services aux collectivités pour lancer des lignes de covoiturage. Autre chose qui a été mis en place à côté de Grenoble, c'est le stop participatif où en fait il y a des bornes à des endroits un peu stratégiques où les personnes peuvent appuyer sur un bouton pour dire dans quelle ville elles vont, ça s'affiche comme ça pour les voitures et du coup une voiture va pouvoir venir les prendre. Le fait que, enfin, le mot stop peut sûrement faire un peu peur à beaucoup de personnes pour des questions de sécurité ou autres. Le fait que ce soit organisé par la collectivité un peu balisé, ça peut beaucoup rassurer et donner envie à davantage de personnes de le faire, de se lancer dans cette démarche. Voilà. Je vais repasser juste la parole à Gilles, si tu veux voulais parler un peu plus de la méthodologie proposée par le CEREMA. Euh, À la slide. et- alors, Alors, yes. juste pendant que tu la cherches, j'ai oublié dans l'introduction de remercier deux personnes qui nous ont aussi aidés dans l'élaboration de ce document. Ce sont deux personnes qui ont été auditionnées. C'est Sylvain Weserman, président de l'ADEME, et Nicolas Joyot, président de la communauté d'agglomération Caen-la-Mer. Et avant d'être président, il était adjoint en charge de la mobilité sur la ville de Caen et sur l'agglomération de Caen-la-Mer. Donc, encore une fois, merci à eux. Merci Elise pour cette slide. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des outils qui existent, une méthodologie qui existe pour aider les collectivités locales, les territoires, pour adopter des mesures telles qu'on le propose. Donc, c'est la slide actuelle. Donc, le CEREMA, donc, qui est le Centre d'études et d'expertise sur les risques l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a donné une méthodologie. Et donc, dans un premier temps, il y a un diagnostic qui est donc on caractérise la mobilité et l'offre de services pour identifier les grands enjeux du territoire. Et après, il y a une stratégie, définir les objectifs en réponse aux enjeux de mobilité. S'ensuit un programme d'action donc pour développer et soutenir des services adaptés et le financement, donc mobiliser les leviers financiers à disposition. Et voilà. Et donc tout est détaillé aussi dans le rapport, page, que je ne dise pas de bêtises. Après les propositions. Merci. Merci. Page 45, voilà. Donc, pour aider avec les liens adaptés également, les liens que vous pourrez retrouver pour mettre en œuvre une politique de mobilité dans les territoires ruraux et les petites villes. Voilà. Et tout ça découle d'une loi assez récente, de la loi LOM de 2019. LOM, c'est loi d'orientation des mobilités. Voilà. Et Quelque chose. ouais, en parlant de dispositifs proposés par l'État, les organisations de l'État, l'ADEME aussi en particulier, on voulait vous partager quelques outils alors qui sont assez transverses sur les enjeux de transition écologique, mais dont on vous invite à vous saisir. D'une part, hop, j'ai un problème de titre, Territoire en transition, qui du coup est un programme pour accompagner les élus pour mettre en place des projets de transition écologique donc, qui est porté par l'ADEME. Euh, switch, hop. D'autre part, les réseaux des élus pour agir. Parce que ben, des fois, on a eu plusieurs retours dans ce sens-là quand on est élu et qu'on est mobilisé sur les enjeux de transition écologique. C'est possible parfois de se sentir un peu seul si c'est pas toujours la priorité d'autres membres de l'équipe. Euh, et, euh, et ouais, parce qu'il y a les enjeux de court terme versus long terme, etc. Être en réseau avec d'autres élus qui portent ces dynamiques, ça peut être très ressourçant, aidant. Et puis, bon, c'est toujours intéressant de faire du partage d'expérience. Et donc, ça me semblait assez intéressant si vous ne connaissez pas cette dynamique de vous la partager. Bon, en fait, il y a plusieurs réseaux. On a identifié un deuxième aussi qu'on vous partage également, le réseau national des territoires engagés dans la transition écologique.
Voilà, donc il y a ces deux dynamiques. On pourra partager les slides sur notre site. Et autre soutien, des fois on a besoin d'aide simplement financière. Et donc du coup, le site aide-territoire.beta.gouv.fr permet d'avoir une, un portail de recherche des aides qui sont disponibles pour les élus. Et enfin, un dernier site. Alors, on ne vous a pas présenté tous les dispositifs. En fait, il en existe beaucoup. On ne se rend pas forcément compte des fois de tout le travail qui est fait. Et enfin, d'ailleurs, c'est bien de ressouligner tout le travail que fait la dame, vu les critiques qu'ils ont reçues, alors qu'ils font un travail fantastique, de nombreux dispositifs de soutien. Un autre, c'est dispositifs d'accompagnement au changement des comportements. Enfin, alors là, c'est en fait un catalogue d'actions qui peuvent être utiles pour favoriser les changements de comportement qui sont portés par l'ADEME ou par d'autres, mais en tout cas, ce catalogue peut donner aussi des billes pour, pouvoir favoriser l'acceptabilité citoyenne, le, le fait que ce soit d'encourager les citoyens à, à- à- à participer eux aussi à cette transition des mobilités. Voilà. Et du coup, Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire, à le remonter. Alors, il y a déjà une question qui a été posée via Internet. Donc, est-ce que c'est compliqué le label ville prudente et est-ce que c'est coûteux? Alors, je vous dirais tout simplement, ça fonctionne un peu comme les concours des villes et villages fleuris. Tout est marqué dans le document, que je retrouve la page. Tout est marqué dans le document, page 20. Donc, voilà, il y a des critères de sélection. Il faut remplir un formulaire sur Internet. Il y a une visite terrain pour validation. Puis après, le label donne un nombre de 1 à 5 heures en fonction de la qualité des aménagements prudentiels, si j'ose dire. Et donc, voilà. Après, sur le coût, tout est marqué sur le site internet villeprudente.fr. J'aurais pas d'éléments de réponse là à vous donner, mais tout est dans les liens du document, quoi qu'il en soit. Élise, un mot de conclusion? ouais, merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont suivi. N'hésitez pas aussi à repartager le, le replay et bien sûr, comme on disait, le document. Et à une prochaine pour la suite de nos webinaires pour les élections municipales. Merci à tout le monde.